bonjour à tous et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Ces dernières années, les États africains ont redoublé d'efforts pour développer l'économie du continent à travers des réformes et des innovations au niveau national et continental. On a assisté à la concrétisation de nombreuses initiatives. Récemment, le lancement d'un nouveau système de paiement panafricain a été annoncé. Dans quelle mesure la réforme du système de paiement est-elle importante pour l'économie africaine et quels sont les autres défis que doit relever le continent et quelles sont les perspectives du développement économique africain aujourd'hui? J'ai le plaisir de recevoir trois invités pour en discuter. Par visioconférence depuis Beijing, M. Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Taihe. Et depuis Alger, M. Mebarek Boukapa, président de l'Union nationale des scientifiques et technologues algériens. Et depuis Antananarivo, M. Liu Fan, conseiller spécial auprès de la Commission de l'artisanat et du tourisme de l'Assemblée nationale de Madagascar. Bienvenue à tous les trois. Alors, tout d'abord, quel est votre regard sur cette initiative, surtout pour réformer le système de paiement? Je vais commencer par M. Liofan parce que vous êtes businessman, donc ça vous concerne directement. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation et rebonjour à professeur Ting et président Boukapa. Et évidemment, cette initiative de créer, dans le cadre de créer le plus grand de libre-échange de la zone africaine, c'est une très bonne initiative. Et félicité pour les dirigeants africains qui ont pu quand même franchir le pas. Quand on parle pour le paiement, mais je pense quand même ça reste encore beaucoup de démarches encore à suivre. En tant qu'un opérateur qui j'ai une activité dans l'e-commerce et je suis basé à Madagascar, bon, je ne suis pas dans le pays continent africain, mais pour la transaction de monétaire, pour faciliter les paiements entre les pays de membres d'Afrique, c'est toujours un obstacle dans quelque part qui bloque ou soit qui freine les échanges intercommerciaux de ce continent. Enfin, c'est mon point de vue. Et M. Boukapa, quel est votre point de vue là-dessus? En fait, beaucoup de gens considèrent l'Afrique comme un seul pays, mais en fait, l'Afrique, c'est 55 pays qui sont très différents par leur système politique, par leur système judiciaire, les langues de travail, le système douanier, le système bancaire. Ils sont très, très, très divers. Il y a 5 ou 6 langues de travail. Il y a l'arabe, il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le portugais, il y a le swahili, dans une certaine mesure. Donc, toute cette diversité-là, elle fait que l'Afrique, pour des raisons historiques, notamment liées à la période d'esclavage et à la période, malheureusement, de colonialisme, donc l'Afrique est vraiment charcutée en 55 pays, donc qui sont très différents, qui ne s'entendent pas toujours forcément. Et puis il y a un autre problème, qui celui-là il est économique et réel, c'est que la majorité des pays africains ne sont pas autonomes sur le plan économique et financier. Prenons par exemple la zone CFA, la zone donc, du franc CFA. Donc, il y a 15 pays africains de l'Ouest qui n'ont pas de banque centrale. Ils dépendent directement de la Banque centrale de France. Donc, ceux-là n'ont aucune autonomie sur le plan de la gestion de leur budget, et de leur économie et de leurs finances. Donc, pour n'importe quelle transaction entre deux pays qui sont très limitrophes, ils sont obligés de passer par la Banque de France avec tous les problèmes qui se posent. C'est ce qu'ils appellent le pacte colonial. Malheureusement, même s'il est formellement, il n'est plus là, mais dans la réalité, le pacte colonial est toujours là. Donc, je rejoins M. Liu en ce qui concerne les difficultés et les blocages, parce que pour qu'un système de paiement soit efficace, il faut d'abord qu'il y ait un garant au plus haut niveau
ou des garants, des pays garants, des banques centrales qui vont garantir ce moyen de paiement, parce que dans un moyen de paiement, on a besoin de confiance et on a besoin de garantie sur la sécurité des transactions. Vous ne trouverez pas de businessmen, de commerçants, ni de clients qui vont faire des affaires si le système qu'ils vont utiliser pour les transactions électroniques n'est pas garanti, n'est pas sécurisé. Donc, en fait, l'initiative est très bonne, l'initiative est excellente, mais la mise en application de cette initiative, elle nécessite une décision au plus haut niveau de l'Union africaine, de tous les chefs d'État africains, de toutes les banques centrales africaines quand elles seront là. Une fois que c'est garanti là, ça devient juste un problème technique. Moi, je vois en Chine, par exemple, avec WeChat, qui est une simple application sur téléphone, eh ben, tout le monde a confiance en WeChat et il y a plus d'1 milliard de transactions par jour et très peu de problèmes. Donc, l'économie africaine aujourd'hui, elle est encore sous tutelle, malheureusement. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle était vraiment sous une chape de plomb parce que les anciens pays donc colonisateurs de l'Afrique, c'est comme s'il y a un pacte entre eux qui se sont entendus. Tu ne touches pas à ce pays, je ne touche pas à ce pays, c'est-à-dire chacun a ses précarés. Une répartition, c'est ce qui fait que l'économie africaine n'a jamais pu décoller. Maintenant, heureusement, il y a une nouvelle alternative, c'est l'arrivée de la Chine. Oui. L'arrivée de la Chine qui va un petit peu faire bouger les positions, qui permet au pays de traiter avec la deuxième plus grande économie mondiale. Et le plus important, c'est que cette économie mondiale chinoise, elle a une autre façon de réfléchir, un autre paradigme d'action qui est celui de gagnant-gagnant. Je voudrais bien revenir à M. Ding Fan parce que M. Bokapa a mentionné tout à l'heure le système de paiement en Chine. Donc, d'un point de vue chinois, quel est votre regard sur cette initiative? En fait, je pense que les pays africains sont parvenus à un accord sur la construction d'une alliance de paiement intercontinentale. C'est une très bonne initiative. Ça permet au moins aux pays africains de mettre en pratique leur effort de construction d'une zone de libre-échange. En fait, ça s'est déjà passé. Les pays africains se sont parvenus à un accord sur la construction d'une zone de libre-échange, mais sans une espèce d'union de paiement intercontinental ou panafricain. Et le libre-échange reste encore un mot creux, parce que ça ne peut pas se passer sans un paiement crédible et unifié. Parce que, en fait, les pays africains, comme M. Bokapa a expliqué, dépendent beaucoup de la monnaie étrangère. Avant, le franc CFA était basé sur le franc français. Il dépend beaucoup de la gestion de la Banque de France, la Banque centrale de France, puis maintenant, comme le franc CFA est lié plus ou moins à l'euro. Donc l'euro est le soutien du système de paiement de cette zone de l'Afrique occidentale. Donc tout cela cause un certain problème de développement pour ces pays. Car si ces pays veulent attirer plus d'investissements étrangers, par exemple, si ces pays veulent attirer plus d'investissements de Chine, les entreprises chinoises hésiteraient. Parce que même si les entreprises chinoises faisaient de très bons business dans ces pays-là, elles auraient du mal à rapatrier les intérêts de leur investissement dans ces pays. Parce que à cause du système de paiement qui n'est pas interconnecté avec celui de la Chine. Donc, avec une uniformisation de paiement, je pense que le premier avantage, c'est qu'il y aurait plus d'investissements chinois
en Afrique. Parce que ça va résoudre plus ou moins. Je pense que ça ne se ferait pas du jour au lendemain, mais ça ouvrirait la voie à une solution finale de ces investissements. Donc il y aura plus d'investissements chinois en Afrique parce qu'on pourrait envisager de résoudre le problème de difficulté de transaction des fonds dû à la barrière de règlement des transactions léguées par le système colonial. En fait, je vois bien que vous avez tous mentionné cette manque d'autonomie et une dépendance des pays africains envers les pays anciens colonisateurs. Mais on voit que depuis leurs indépendances, les pays africains n'ont pas cessé de faire des efforts pour s'en débarrasser. Et Monsieur Boukapa a mentionné tout à l'heure le développement de l'économie africaine. Donc, tous les pays ont fait des efforts pour développer son économie au niveau national ou au niveau continental. Et aujourd'hui, selon vous, quels sont les atouts pour la future croissance, Monsieur Leofa? On revient sur le sujet quand on parle de paiement unifié de panafricain entre les pays africains. Il ne faut pas oublier le commerce intercontinental qui représente très peu de marché si on compare le commerce global de tout pays africain. Donc, je ne me souviens pas, peut-être que ça ne représente que 3 à 5% uniquement. Donc, si les pays africains qui effectuent leur commerce, majoritairement, toujours avec les traditionnels partenaires, les États-Unis, en Europe, bien sûr, la Chine, l'Asie. Alors là, le paiement de africains qui sera toujours être très primordial pour eux ou non, c'est-à-dire pour nous, les opérateurs qui se basent en Afrique. Ça, c'est le premier point d'interrogation. Évidemment, ça existe beaucoup quand même d'obstacles si on va réaliser ça, bon, sans parler les différents transactions qui sont obligées de payer des commissions, qui sont obligées aussi, il y aura la perte quand on pratique le change avec différents taux de change. Disons aussi, de Madagascar, je vais faire un paiement à Kenya ou à Éthiopie. Il faut passer plusieurs banques intermédiaires. Des fois, il faut passer en Europe et retomber sur encore un pays Tunisie ou c'est pas, et revenir sur Éthiopien. Du pareil pour Kenya. Donc, c'est beaucoup plus cher. Quand je parle beaucoup plus cher, c'est-à-dire la commission que je dois payer, c'est plus cher que je fais le paiement aux États-Unis ou en Chine. Et donc, ce sont les obstacles, ce sont vraiment les problèmes qui résistent pour tant des pays africains. Mais je pense, pour encourager, pour faire avancer cette initiative avec le paiement unifié pour panafricain, donc, il faut penser aussi à augmenter le pourcentage du commerce intercontinental, interpropre des pays africains. Voilà, c'est un point de vue de moi. Je pense que c'est aussi le but de la création de la zone de libre-échange et je pense que cette invention de paiement, c'est la suite un peu de cette création, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce que si on arrive à à solliciter plus les échanges, le commercial entre les pays, entre l'Union africaine, évidemment, il y aura plus de transactions. Donc, quand les transactions, ça augmente, ça sera, bien sûr, ça va être quand même, ça va obliger toutes les transactions quand même qui va créer, qui va favoriser ce paiement unifié des panafricains. Donc, vous pensez que ces initiatives, c'est-à-dire que dans le sens de l'intégration régionale, ça représente une bonne voie pour le développement? Oui, bien sûr. Ce marché Union africaine, c'est un marché qui couvre plus de 1 milliard de 200 millions de populations. Donc, c'est, disons, qui va rater, qui va négliger ce grand marché, n'est-ce pas? Alors, M. Boukapa, comment voyez-vous les atouts aujourd'hui pour les pays africains de développer son économie? Les atouts sont considérables, comme vient de dire M. Liu. L'Afrique, c'est
pratiquement la même population que la Chine, où le niveau de développement est très faible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc le potentiel de développement est très 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 grand. Les pays africains, pour la plupart, sont très riches en ressources naturelles. C'est le continent, en ce moment, c'est le continent le plus riche dans tout ce qui est ressources naturelles. C'est aussi une population jeune, donc 75% de la population africaine est jeune, de moins de 30 ans. Donc vous imaginez la force de travail qu'on peut mettre en place s'il y a une certaine organisation qui permet d'aller dans le sens du développement économique et non pas dans les conflits. L'Union africaine est un très bon outil pour mettre tout le monde d'accord. Quoique moi, je préfère un système de paiement universel plutôt que continental. Aujourd'hui, le volume des échanges interafricains, il est très, très faible. Par exemple, le volume des échanges de toute l'Afrique avec la Chine, il est de pratiquement 50%. Donc, moi, je verrais très bien un système de paiement qui serait garanti par l'État chinois, par la Banque centrale de Chine, auquel les États pourraient adhérer un à un, séparément ou en groupe ou simultanément. Et à un moment donné, il prendra suffisamment d'importance et d'ampleur pour devenir un vrai système de paiement que les gens vont créditer, c'est-à-dire ils y croient et avoir confiance. Parce que la chose la plus importante pour un système de paiement, c'est la garantie et la confiance. S'il n'y a pas de garantie, s'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas fonctionner. Cette initiative-là, nous parlons de cette initiative, elle est très bonne, elle est excellente. Mais quelles sont les garanties? J'ai été sur le site de l'Afrixbank et aussi de ce système de paiement. Il faut que des États souverains soient garants de ce système-là pour éviter tous les obstacles, pour éviter les intermédiaires et éviter les coûts supplémentaires dont vient de parler M. Liu. Donc, c'est d'abord une entente politique entre les dirigeants africains qui est importante. À partir de là, les institutions financières vont coopérer pour ce système de paiement. Quoique moi, je suis pour un système de paiement universel, c'est-à-dire qui ne dépende pas d'un pays ou d'un autre, et puis chaque pays est souverain d'adhérer à ce qu'il veut. Alors, quel est votre avis, M. Ding, enfin, surtout sur les atouts, les défis pour le développement de l'économie africaine aujourd'hui? Si on regarde le taux de croissance du continent africain, depuis une dizaine d'années, l'Afrique fait partie des régions où le taux de croissance était les plus soutenus et les plus remarquables dans le monde. Et cela veut dire qu'il y a un potentiel énorme en Afrique. Je me souviens très bien que quand j'étais en Afrique il y a 10 ans, 15 ans, les Africains étaient très déçus. Ils se disaient que l'Afrique était un coin un peu oublié par l'histoire. Mais ces dernières années, je suis revenu plus souvent en Afrique. J'ai découvert une Afrique complètement rénovée. Les Africains ont un esprit d'initiative. Ils ont trouvé de l'espoir. Ils pensent que leur pays a un avenir. Il faut faire un peu d'effort pour arriver à un développement soutenu comme la Chine. C'est pour cela qu'en moyenne, le continent africain a eu un taux de croissance supérieur à 5% depuis ces 10 dernières années. Bien sûr, le développement n'est pas égal. Il y a des pays qui ont un taux de croissance plus important que les autres. Mais en gros, en général, tout le continent africain, en comparaison avec ce qu'il y a 20 ans, par exemple, a retrouvé un élan de développement et la masse populaire est motivée
pour un développement et pour avoir une meilleure vie. C'est vrai que oui. C'est très important. C'est vrai que quand on regarde les reportages il y a 10 ans ou encore plus, les journalistes qualifient souvent l'Afrique, enfin surtout les journalistes occidentaux, et qualifient souvent l'Afrique comme un continent perdu. Et aujourd'hui, on emploie plus souvent les termes genre continent d'espoir. Enfin, il y a quand même un changement assez substantiel. Alors, Monsieur Léoffin, quel est votre point de vue sur la perspective du développement du continent africain? Surtout vous, vous êtes chinois. Quelle est votre observation? C'est un merveilleux continent, bien sûr, et qui représente donc des opportunités avec plein de perspectives. Un des grands atouts pour cette Union africaine qui sont en train de créer. Avec la Chine, je pense quand même il y a plusieurs façons d'investissement que la Chine qui doit continuer, de poser au-dessus. C'est comme on vient de terminer un forum Chine-Afrique qui s'est déroulé récemment au Sénégal. Donc, je pense avec notre échange sur ce forum-là, ils ont bien quand même précisé plusieurs mesures. Donc, je me souviens bien, il y en a ce qui concernant pour créer plus de parcs ou zones industrielles dans les pays africains. Donc, je pense Madagascar, comme d'autres pays africains, dont on parle d'Égypte, on parle d'Éthiopie, on parle de Kenya, on parle d'Ouganda, ce sont des pays qui ont déjà leurs propres zones industrielles qui sont financées ou soit qui sont collaborées avec du fonds d'investissement venant de la Chine. Et pour Madagascar, vu la situation géopolitique, vu aussi avec les avantages ici, tant de terrain, et puis surtout avec les main-d'œuvre sont plutôt jeunes et qui ne coûtent pas cher, évidemment avec d'autres facilités, avec l'initiative du gouvernement, avec différents des avantages qui sont bénéficiés avec entrée dans différents marchés aux États-Unis, en Europe, même avec SADC, COMESA, etc. Donc, mais pour la Chine aussi qui cherche à délocaliser pas mal d'usines. Donc c'est l'Afrique qui sera le meilleur partenaire pour recevoir des usines qui ont envie de délocaliser. Et avec ce genre de parc industriel qui peut créer massif d'emplois, et n'oublie pas, avec l'Union africaine, un des plus grands avantages, c'est toujours avec la réduction des taxes, des droits qui entrent dans les marchés. Alors là, comme la Chine est devenue le premier partenaire du commerce avec beaucoup de pays africains, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchandises chaque année qui sont toujours exportées pour les pays africains. Mais pourquoi pas de délocaliser davantage plus d'usines à implanter sur les pays comme ça, on crée des différentes zones et des parcs. Même c'est simple des bases d'assemblage. Ça peut être toujours une des façons les plus gagnant-gagnant, je pense, pour pas mal de pays africains, dont y compris le Madagascar. Bien sûr, il y a encore beaucoup de problèmes à propos de logistique et le paiement de transactions, tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, mais c'est toujours la tendance de encourager d'attirer plus d'investissements venant de la Chine, comme le professeur Ding qui a mentionné aussi. Mais sur ce point, il faut le gouvernement chinois qui encourage pas uniquement les sociétés étatiques, mais je souhaite, je sollicite avoir plus de considération pour les secteurs privés, pour les opérateurs privés, et encourager aussi qu'ils peuvent fournir plus les outils avec les différents les supports financiers, techniques, etc. Oui. Alors, M. Pokapa, M. Léoffin a parlé plutôt du concret, des expériences vraiment concrètes du parc industriel. Et vous avez mentionné tout à l'heure dans le début de notre émission que l'arrivée de la Chine a apporté un mode de coopération différent. Donc, quel est votre point de vue sur la perspective aujourd'hui pour l'économie africaine? En fait, l'économie africaine, elle était gelée complètement il y a 10-15 ans
parce qu'elle dépendait strictement des anciennes puissances coloniales qui s'étaient entendues sur un partage du gâteau. Mais avec l'arrivée de la Chine, donc il y a de nouvelles perspectives. Donc la donne, a vraiment changé et il y a de nouvelles perspectives de développement, soit de manière régionale ou individuelle d'un pays, entre les pays et la Chine. Et la Chine qui dispose d'un potentiel industriel et financier considérable, donc, étant le premier partenaire globalement de l'ensemble des pays africains. Donc il y a cette nouvelle perspective qui se dessine clairement. Donc il suffit de prendre les pays un à un et vous allez voir que la coopération avec la Chine est de plus en plus importante et qu'il n'y a pas de concurrent. L'Occident ne peut pas concurrencer la Chine sur le continent africain en termes de développement. Vous avez mentionné le terme gagnant-gagnant, donc aujourd'hui on voit qu'il y a quand même beaucoup de voix qui misent en doute ce concept. Est-ce que l'Afrique gagne vraiment autant qu'il faut? Ben écoutez, avant l'arrivée de la Chine, est-ce que il y avait du gagnant-gagnant en Afrique? Non, il y avait du gagnant-perdant, tout simplement. Donc, il y avait aujourd'hui, cela dépend des États. Donc, il suffit de bien négocier les contrats et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Parce qu'avant, il n'y avait rien et il n'y avait que du gagnant-perdant. Donc, les pays occidentaux ont pris toutes les richesses de l'Afrique. Et en ce moment même, ça continue d'ailleurs parce qu'ils prennent, ils pompent à cause du passé historique et du passé culturel, ils pompent tous les cadres africains qui partent en Europe, aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Donc c'est cette force de travail, cette force de production humaine qui est également pompée. Donc on a pris les richesses naturelles, on a pris dans le temps la force de travail des esclaves, ensuite les transferts de population pour les grands projets, etc. Donc moi, je pense qu'avec la Chine, c'est une nouvelle perspective. En tout cas, il y a au moins maintenant un choix à faire. Et M. Ding Yufan, quel est votre point de vue là-dessus? En fait, je me souviens qu'il y a avant l'épidémie, en 2018 probablement, je suis allé au Madagascar. J'ai constaté que finalement, le Madagascar est une très bonne place pour accueillir les entreprises chinoises. En fait, beaucoup d'entreprises chinoises ont considéré le Madagascar comme un centre d'accueil pour pénétrer le continent africain. Madagascar, en soi, n'est pas un très grand marché, mais Madagascar a des liens très réguliers avec tous les pays, pratiquement avec tous les pays africains. Si bien que les entreprises chinoises ont choisi de bâtir leur quartier général au Madagascar pour étendre leur production un peu sur le continent africain. Donc je pense que d'une certaine manière, la construction d'une union de paiement panafricaine serait très important pour Madagascar. Parce que si les entreprises chinoises veulent profiter, par exemple, de cette union de paiement panafricaine, Madagascar sera la place idéale pour se trouver, pour mettre leur quartier général. Alors, je vous remercie, M. Ding Yufan, M. Meparak Bokapa et M. Liu Fan d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.